juste deux, trois remarques très brèves. Je pense, enfin, c'est mon côté historien, mais j'ai envie de faire des distinctions. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire attention à distinguer la grève du mouvement social. La grève, elle est localisée. Elle a un lieu. Elle a un lieu d'où elle part. Elle a un territoire qui se conquiert contre le patron. Le mouvement social, lui, il traverse. Voilà. Il s'échappe, etc. Ce qui veut dire aussi que dans les deux cas, il y a un point qui me semble très intéressant à réfléchir pour nous en tant que militants, c'est que c'est aussi des modes d'accès aux politiques de ceux qui n'ont pas accès aux politiques. C'est-à-dire que faisaient grève en 68 des gens qui n'avaient pas le droit de vote, des jeunes, des étrangers, lesquels d'ailleurs risquaient l'expulsion. 68, la fête, je rappelle qu'il y a quand même plus de 250 expulsions d'étrangers en 68, dont des ouvriers envoyés chez Franco, chez Salazar. Donc c'est aussi une des réalités de 68. Mais avant 45, les femmes qui font grève alors qu'elles n'ont pas de droit politique. Donc la grève est massivement l'accès aux politiques de ceux qui n'ont pas forcément de droit politique. Et donc là, il y a des choses à réfléchir sur comment c'est des modes de politisation intenses. C'est toi qui parlais de la jeunesse, mais ça va au-delà, et je pense que là, il y a quelque chose qui s'accélère dans ces moments-là. Et puis oui, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un élément de... bon, tu le disais, Christian, il y a un travail de politisation intense qui est compliqué, avec des adversaires, mais enfin, et qui est vous arrivez pas à occuper en 81. Hein. Donc c'est, y compris dans ce qui était considéré comme des grandes usines, etc. Ce processus militant-là était extrêmement compliqué et très très dur. Enfin bon, tu le sais mieux que quiconque. Je voulais dire, j'ai perdu mon idée. Oui, c'est compliqué et ça surprend. C'est-à-dire que le lieu d'où ça part, l'élément, il y a un événement qui fait brèche et on ne sait pas où s'opère la brèche. Et s'il y a brèche, ça nous déstabilisera aussi, nous, organisation. Non, mais il faut le penser. C'est-à-dire que c'est une des questions qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que s'il y a grève, s'il y a mouvement social et politique intense, ça malmène les organisations syndicales, ça malmène les organisations politiques. Et donc, il faut accepter ça. Il faut y penser, il faut anticiper cette déstabilisation. Et être prêt à chevaucher sur cette déstabilisation-là. Ce qui est assez compliqué, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois que Xavier a raison. On a bien vu pour les Nuits debout, je veux dire, qu'on habite encore dans des villes très ouvrières, comme le pays de Montbéliard, la Nuit debout a été peu suivie, mais en même temps, il y avait quand même du monde. Mais l'important, c'était la réaction des organisations syndicales ou des partis politiques qui se trouvent, pour la CGT, donc à Sochaux, qui est quand même assez forte, assez bien représentée, bien dans les luttes, etc., qu'à son avis un peu surtout. Mais là, moi je trouve que c'est se trouver complètement, c'est trouvé le cul entre deux chaises. Et savait plus comment. Alors certains syndiqués y allaient, d'autres n'y allaient pas, etc. Et Xavier a raison, ça pose un problème pour les organisations syndicales. Mais il est bien de poser le problème, il est bien de déstabiliser tout ça, parce que c'est là que ça se joue. On peut pas... Enfin, moi, je m'en fous, je suis pas membre du PC ni rien, donc ils m'ont foutu dehors en 74, donc je me retrouverai. On avait loué un théâtre, donc fallait pas louer de théâtre, donc ils nous ont exclus. Comme quoi, on était... Mais toujours est-il que, par rapport à l'attitude même du PC actuellement, je dirais pas que c'est un frein aux luttes, mais ce mode d'organisation, ce mode de fonctionnement, plutôt à la course d'avoir des indemnités parlementaires pour faire vivre un parti politique, pour garder sa famille, etc. Parce que c'est quand même ça le fond du problème. Moi, je comprends bien les copains Coco, hein, c'est pas un souci non plus, hein, qu'on n'a pas envie que ça crève. Je comprends tout à fait. Il y a une espèce de fidélité, de filiation qui est très importante. Mais en même temps, on voit bien que dans les luttes, c'est plutôt à un moment donné un frein plutôt qu'une avancée. Et arriver et pareil pour certains membres de la CGT qu'on retrouve.
faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, les unions locales de la CGT, c'est quand même une espèce de, comment dire, d'antichambre du PC, parce que c'est comme ça. Et je ne parle pas des syndicats CGT dans les boîtes, qui sont pour la plupart très bons, mais aussitôt qu'on arrive aux UL ou etc., où il y a des postes à responsabilité, on voit bien que le PC agit dedans. Et c'est là toute l'ambiguïté. Comment faire sauter tout ça pour arriver à une convergence des luttes, à une position de réflexion. Moi, je crois que la grève peut être menée, je veux dire, les mouvements sociaux peuvent être menés dans la mesure où il y a un projet politique qui est majoritaire, que la majorité des gens ont envie de transformer une société. Or, c'est bien ce qui nous manque actuellement, entre les divergences de Mélenchon, de Laurent et la CGT qui hésite, la CFDT qui a retourné sa veste, enfin depuis longtemps, c'est pas nouveau, mais en même temps, franchement, elle prend la place de la CFTC, là, carrément, là, on y va, bientôt le SIAP, la CFT, on y est, quoi. Et tout ça, c'est comment réalimenter un débat politique pouvant recréer quelque chose, comme les Insoumis ont su faire à un moment donné. Je crois qu'il faut continuer. Mais il y a d'autres... Alors nous, vieux militants, c'est vrai qu'on avait une pratique plutôt sur le parler, sur l'écrit, etc. On voit bien que tout ça, ça a un peu bougé. Moi, j'ai assez confiance dans le mouvement social. Mais il faut se débarrasser de certains freins. Voilà. Et bien ça va sauter. Ça ne peut pas être autrement. Et bon, je finirai simplement par dire, par rapport à 68 et le mouvement ouvrier, on oublie surtout une chaise. Alors, une chose importante, Cohn-Bendit l'oublie tout le temps, Goupil aussi, Sarkozy aussi, et puis Macron aussi. Ils vont tous oublier. Mais l'important pour les ouvriers, c'est qu'avant 68, il n'y avait pas la mutualisation des salaires. Ça veut dire que quand on était malade dans une usine, on était malade, on était les 3 premiers jours sans être payé. Si on était malade plus de 15 jours, nos 3 jours étaient payés à demi-journée. Et après, on était payé à demi-journée seulement. Il ne faut pas oublier que tous ces arrêts de maladie qui n'ont jamais été pris, la moyenne d'espérance de vie d'un OS à cette époque-là était de 57 ans. On oublie rapidement, il y a 50 ans. Hein, et 68, c'est le droit à la mensualisation. Ça veut dire que les travailleurs dans les usines ont le droit d'être malades, d'être payés à 100%. Alors après, bien sûr, Macron a dit, mode de feignant, on connaît le discours. Mais ça n'empêche pas, c'était le droit d'être malade et de se soigner. Et ça, c'est un acquis de 68, que personne ne veut parler. Ce n'est pas les patrons qui vont nous le dire, c'est pas Cohn-Bendit qui va nous le dire. Quand Cohn-Bendit nous raconte ses conneries par rapport au foyer, à Nanterre, sur la sexualité, etc., nous, en 69, on était dans un foyer de jeunes travailleurs à Montbéliard, à Betoncourt, ça s'appelait 450, logés avec des pioles de 2 lits, avec un qui était de l'horaire du matin et l'autre de l'après-midi. C'était bien, hein. Donc un qui met son réveil à 4h du matin pour aller au boulot, et puis celui qui ressort à 11h le soir de l'usine, va se coucher. Comme s'il est réveillé à 4h aussi. Il faut être prêt, il faut qu'il faut la relève. Mais on vivait comme ça. On payait des impôts locaux. On payait des impôts sur le revenu, puisqu'on bossait. Et on n'avait pas le droit d'emmener une nana dans nos pioles, et on n'avait pas le droit de faire venir notre famille dans les pioles. Voilà, donc il y a eu une grande grève en 70 dans ces jeunes travailleurs que Cohn-Bendit a oublié de parler, où on était 65 foutus dehors sans trouver de logement. Les 3 quarts se sont mariés pour devenir majeurs, parce qu'on était mineurs à l'époque. Donc on n'avait même plus d'appart, on n'avait rien. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Qui en parle aujourd'hui de ces choses-là ? On parle justement, comme tu disais si bien, de Goupil qui en raconte ses conneries, mais il y en a tellement d'autres, je veux dire, mais c'est une horreur d'en parler de cette façon-là. Il faut revenir et appuyer sur ce ressenti par rapport à ce qu'il y a de réel, par rapport au mouvement ouvrier, par rapport aux convergences aussi. Parce que dans le mouvement ouvrier aussi, toute émancipation des femmes, même si ça a été mal compris, même s'il y a eu des avancées qui n'ont pas été assez loin, qu'on aurait voulu, ça n'empêche pas que ça a beaucoup bougé quand même, hein. Moi, je me rappelle des jeunes travailleuses, il y a eu avant et puis après. Hein. C'était différent quand même. Et ça, je crois que ça vaut le coup de remettre le coup dessus. Alors après, par contre, c'est vrai, la politisation, elle peut s'opérer, mais il faut arriver à liquider ces vieux démons. Je veux dire, pas les liquider physiquement, on va pas recommencer l'histoire. Mais en même temps, ça suffit, quoi. On ne peut pas continuer de cette façon-là avec je ne dis pas des gens qui freinent volontairement, mais toute une attitude, toute une façon de fonctionner qui, à un moment donné, les copains militants, ils ne savent plus, entre le grand responsable de 1936 et celui de 68, etc., c'est la lutte finale, et puis l'autre qui va avec Internet, il ne sait plus bien. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là pour que ça évolue et que ces vieilles choses disparaissent, parce que c'est ça le mouvement ouvrier. Il y a des choses qui doivent disparaître, et puis on fait des neuves, et puis voilà, c'est pas autre chose. On va faire circuler la parole dans la salle.
Bonjour, Gérard, 72 ans. J'ai fait 68, j'étais à la Halle au vin, étudiant en 68, et on ne pensait pas qu'à baiser et au sexe. Je suis désolé, 68 c'est quand même autre chose. Je suis hyper choqué, je dois le dire. Parce que limiter ça à l'envie de baiser, il y a quand même des copains qui se sont fait casser la gueule à l'époque. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confiscation là du terme de grève à la grève ouvrière. Moi, j'ai fait politiquement 4 grèves de la faim dans ma vie, dont 2 de 23 jours et une de 27 jours, et une de 4 mois contre l'armée. Et à l'époque, j'avais 23 ans. Donc il n'y a pas que les grèves ouvrières, il y a aussi les grèves politiques, je dois le dire, et c'est quand même important. Quand j'ai quitté à 23 ans la grève que je faisais dans un bataillon disciplinaire, on m'avait envoyé parce que j'étais objecteur de conscience, c'était en 65, il faut quand même savoir que je faisais 42 kilos pour 1m80. Voilà, c'est ça aussi les grèves, et c'est ça aussi la lutte des gens. Moi, je voudrais savoir comment on peut prendre en compte les luttes qui existent, qui sont disparates, mais qui sont quand même importantes, du mouvement, de ce qui se passe dans les banlieues, de ce qui se passe chez les jeunes. Il y a tout un mouvement qui existe contre les répressions policières, par exemple. Et quand on va dans des réunions, il y a essentiellement des jeunes. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce week-end, je suis allée à un festival du Moussen qui se passait à Gennevilliers, où il y avait les travailleurs maghrébins qui s'étaient réunis et qui parlaient justement de ce que vous dites là, de comment récupérer les mémoires des luttes des travailleurs pour justement faire le lien avec les jeunes générations. Entre parenthèses, ce que je dois dire, c'est que le ministère de l'Intérieur a tout fait pour interdire ce colloque. Ils ont réussi à le tenir, mais à condition qu'on enlève les intervenants qui devaient parler du racisme d'État et d'autres choses qui ne plaisent pas du tout au gouvernement. Enfin, la question de fond, c'est il existe des luttes. Mais comment est-ce qu'on peut faire le lien? Voilà, c'est une question de fond que je pose. Bonjour, Rémi, 28 ans. Je voudrais revenir au sujet du débat qui est la grève est-elle encore un outil d'émancipation? Parce qu'en fait, moi, je crois que non. Je crois que la grève fonctionnait avant parce qu'elle ciblait des entreprises qui étaient liées à un patron, qui étaient liées à une seule entreprise qui était nationale et qui était circonscrite dans un pays. C'est-à-dire que si on bloquait son usine, il perdait tous ses revenus. Aujourd'hui, on fait face à des directeurs qui sont des représentants de multinationales et qui ont, s'ils échouent, je ne sais pas, des parachutes dorés. Et la grève, ce qu'elle représente au niveau d'une entreprise en France, représente rien en termes de pertes pour une multinationale. Et du coup, ça représente beaucoup moins. Une grève dans une usine représente beaucoup moins que ce qu'elle pouvait représenter avant. Et aussi, pour moi, à mes yeux, la grève aujourd'hui, elle n'a pas l'image qu'elle avait à l'époque d'insubordination et de sabotage qu'elle a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet maîtrisé par les adversaires des mouvements sociaux, c'est-à-dire par le gouvernement, par les médias, qui instaurent une décrédibilisation permanente des mouvements sociaux, des grèves et des manifestations. Et du coup, je pose la question de si la grève ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Et comme l'avait évoqué monsieur, dont j'ai malheureusement oublié le nom, les formes d'insubordination, les formes de contrôle des entreprises évoluent. Et du coup, peut-être que les formes d'insubordination devraient évoluer dans ce sens-là. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Merci. Bien, bonsoir. Déjà, merci pour vos interventions. Je vais peut-être me lever comme ça, vous me verrez. J'espère que je ne cacherai pas derrière. Je vous remercie pour vos interventions. Ça me fait penser aussi, puisque vous parlez de films, au film Comme des lions de Françoise Davies de 2016, qui permet de bien voir là aussi, finalement ce que vous avez dit, c'est-à-dire une jonction entre la lutte et la joie de vivre pour le coup, parce que c'était intéressant. Mais à la limite, je vais rebondir, ce n'était pas du tout prévu sur la question qui vient d'être posée.
Parce que finalement, la question qui se pose, c'est aussi la question du cadre géographique de la lutte, quelque part. Vous avez évoqué à juste titre le problème de la perspective politique, hein, bien entendu, derrière, et puis le problème de la coordination. Je pense que là-dessus, je ne vais pas forcément apporter énormément, mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est justement, une grève est-elle efficace dans un autre cadre, finalement, à l'heure actuelle, que le cadre national? Je m'explique. En 1997, il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse Eurogrève de Vilvoorde, je ne vais pas revenir dessus, à partir de laquelle on a espéré vraiment beaucoup. Et au final, on s'est rendu compte qu'il était donc très difficile de pouvoir construire à ce niveau-là, au niveau européen. Et c'est là où j'en viens, en fait, moi, à ce qui me paraît l'un des problèmes fondamentaux, et je rebondis sur l'intervention qui vient d'être évoquée. Il est vrai qu'une multinationale, finalement, bon, on voit bien qu'elle peut, d'autant qu'elle va obtenir maintenant des tribunaux privés où elle pourra encore plus imposer sa loi aux États, hein, avec le CETA, etc. On voit bien qu'une multinationale fait un petit peu ce qu'elle veut de ce point de vue. D'où la question de comment mener le combat. Il me semble, à mon avis, qu'il ne peut être mené que dans un cadre où, effectivement, le mouvement ouvrier, le prolétariat, je préfère utiliser d'ailleurs ce terme, peut agir concrètement dans un cadre où il a un rapport de force. Et ce rapport de force, pour moi, n'existe pas au niveau européen et ne peut pas exister, pour une seule et bonne raison. C'est que, dès leur origine, les traités qui ont été instaurés dès 1957 posent le problème de la totale liberté de circulation du travail, des travailleurs et des capitaux. À partir du moment où on est dans ce cadre-là, comment les travailleurs peuvent-ils dès lors s'organiser et lutter à armes égales avec, quoi qu'il arrive, des patrons qui, eux, vont faire circuler les capitaux d'autant plus joyeusement? C'est la raison pour laquelle je pense que cette articulation, si elle peut s'opérer, ne peut pas s'opérer dans le cadre de l'Union européenne. Et qu'elle amène donc, pour moi, la question décisive de la perspective. Sortir du capitalisme, car je suis communiste, mais également rompre avec l'Union européenne. Car vouloir faire finalement évoluer l'Union européenne de l'intérieur de ses réformes, très bien. Mais comment est-il possible de le faire à partir du moment où il y a une totale liberté de circulation des capitaux, où le patronat va faire ce qu'il veut d'une part, et d'autre part où les travailleurs, eux, justement, se trouvent à une échelle locale finalement. C'est ça le véritable problème, c'est le problème de l'articulation des échelles. Et on a bien vu comment il est difficile d'articuler au niveau européen. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement on ne boxe pas avec le même rapport de force dans ce cas-là, entre d'une part les syndicats et de l'autre le patronat qui ne demande que cela. Zéro frontière pour la circulation des capitaux et on voit bien le résultat aujourd'hui, malheureusement, pour les grèves et les mouvements sociaux. Je me lève aussi, puisqu'il paraît qu'on se voit mieux. Moi, je voulais revenir sur 2 points. C'était la conclusion très optimiste de Daniel. Moi, je crois qu'il faut quand même prendre conscience des rapports de force. Mai 68, c'est 350 000 chômeurs et 10 millions de grévistes. Aujourd'hui, c'est 9 millions de pauvres, 4 millions de chômeurs et beaucoup moins de grévistes. Donc je crois que si on croit que les mouvements peuvent en effet naître d'une étincelle, etc., quand on a des millions de gens qui dorment dans la rue, quand on a des millions de chômeurs, je crois que le moyen de pression aujourd'hui du patronat, il est celui-là. C'est-à-dire qu'il est très difficile de se mobiliser quand on est totalement désespéré. Et la deuxième chose, je voulais dire, comme l'a dit un camarade, que j'étais très outré par ce qui a été dit par mai 68, parce qu'il ne faut pas oublier que les mouvements étudiants, ça a été aussi un creuset d'autres luttes. Moi, je suis parti dans les années 70-71 pour le Larzac, parce qu'on a été formé par 68-69. Il y a eu une répression terrible. Mon frère, il a été en camp disciplinaire en Allemagne et à Reims, parce qu'il était maoïste, etc. Et ça a été quand même la formation aussi d'autres universités, la fin du mandarin, la création de Vincennes, etc. Mais 68, c'est pas seulement la baise. Est-ce qu'il y a déjà des éléments de réponse avant qu'on fasse une deuxième tournée de questions? Vous avez des choses à dire? Ouais, il y a des milliards de choses à dire. Moi, dans le désordre. D'abord, une info, ça me faisait penser par rapport aux différentes interventions sur la question de la répression, que toutes celles et ceux qui ont la possibilité de se déplacer en journée dans leur emploi du temps, donc forcément ça va limiter, mais il y aura un rassemblement le 15 janvier prochain de solidarité avec Philippe Christmann,
qui est un syndicaliste du bâtiment, de la CGT, bâtiment, bois et ameublement, je ne sais plus l'intitulé exact du syndicat, excusez-moi, qui lui a été condamné à payer 17 000 € à la Fédération française du bâtiment, parce qu'en 2014, les ouvriers du bâtiment mènent une bataille et vont dans les locaux de la FFB pour faire reconnaître, la pénibilité au travail, et puis faire reconnaître aussi un fait que tout le monde occulte, c'est qu'il y a un mort par jour ouvré dans le secteur du bâtiment. Et donc, ils dénoncent cette tragique réalité-là. Ils y vont avec des confettis et de la peinture à l'eau dans les locaux de la FFB. Et la FFB en prend un peu au hasard, hein, si possible la forte tête syndicale. Et le procès va donner gain de cause à la FFB et va payer 17 000 €. Donc aujourd'hui, c'est le procureur de la République qui fait appel de la décision, non pas pour qu'il n'ait rien à payer, mais pour l'envoyer en tôle. Voilà, donc pour qu'il soit condamné encore plus durement. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc il y a une mobilisation qui aura à nouveau lieu le 15 janvier devant la FFB, c'est à côté des Champs-Élysées. Excusez-moi, j'y suis déjà allée 2 fois fin 2017 et j'ai un trou de mémoire, mais je remettrai ça sur ma page Facebook. Mais j'espère que tous ceux qui sont là en journée ont la possibilité d'y aller. Ça devrait être dans les alentours de midi, mais pour qu'on réalise la dureté de la répression qui continue toujours. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur les grèves, la grève n'a d'efficacité que si elle est nuisance. Et évidemment que la grève, elle doit aussi être inventive et créative pour savoir comment est-ce qu'elle peut faire nuisance. Et c'est ça qui est important, parce que vous avez des grèves dans des hôpitaux dont tout le monde va se foutre, parce qu'à un moment donné, la nuisance n'impacte pas. Donc, y compris dans les grèves dans la fonction publique, il y a une nécessité, c'est aussi le travail qu'on essaye aussi qu'on doit faire, France Insoumise et l'espace lutte, s'il y en a que ça intéresse, doit aussi servir à cela. Comment réfléchir, nous, à tous nos endroits, que ce soit par secteur thématique ou là où on habite, d'être utile à une lutte à un moment donné. C'est aussi travailler avec ceux qui sont les plus impliqués dans la lutte, mais aussi de voir comment on peut la populariser, parce que ça s'emmerde. Comment on peut avoir aussi une créativité, une inventivité en termes d'action d'agit-prop qui fait qu'on raconte aussi un récit, qui fait que ça intéresse les médias et qu'à un moment donné, le récit médiatique perce le mur du silence et ça nuit aussi aux puissants et donc à un moment donné, ils vont canner. Mais il y a aussi la capacité de nuisance. Je peux vous assurer que les femmes de chambre de l'hôtel Holiday Inn, elles ont, grâce à leur grève, en train de faire perdre des sommes financières qui commencent à être considérables. Et c'est par cela et par cette bataille-là qu'elles pourront les faire canner. Donc je pense qu'il ne faut pas rejeter la grève en tant que telle, mais la grève n'interdit pas l'inventivité et la créativité pour qu'elle soit efficace. Après, par rapport à ce que Clémentine disait sur la ville et l'usine du XXIe siècle, je souscris et sous des formes en plus très diverses. Et on doit réfléchir à cela. On a dans la France Insoumise développé, encouragé toutes celles et ceux qui le souhaitent à s'impliquer dans les méthodes Alinsky. Ce week-end, il y avait sur Paris une formation tout samedi, tout dimanche aux méthodes Alinsky. Les camarades commencent à mettre ça en place, que ce soit dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e. Méthode Alinsky, en fait, c'est pour aller vite, c'est contribuer à l'auto-organisation dans les quartiers et finalement refaire du syndicalisme dans les quartiers comme on a fait du syndicalisme dans les usines. Donc c'est faire du porte-à-porte dans les logements sociaux, mais partir et écouter la colère des gens et essayer de les aider à s'auto-organiser pour fédérer leur colère, cibler où est le problème, qui est responsable du problème, faire chier le responsable du problème pour mener une lutte et gagner. Bon, pour faire un peu très très court, je regarde sous l'œil des visages qui ont suivi la formation pour vérifier que ce résumé ne déforme pas trop les choses en un temps record, mais c'est intéressant parce que du coup là vous allez voir les expériences qu'on commence d'ores et déjà à avoir de collectifs d'habitants qui commencent à s'organiser, finalement reprennent le récit que tu donnais des luttes. Quand tout d'un coup, après un porte-à-porte dans des immeubles, et après, évidemment, des heures et des heures de porte-à-porte, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, un collectif d'habitants finit par se réunir
Bon, ce qui déjà est une grande victoire pour nous militants parce qu'on sait que c'est pas si simple, et qui décide bah voilà, qu'on va faire canner Paris Habitat parce que ils ont changé les fenêtres et qu'en fait, résultat, c'est encore moins hermétique qu'avant et que le chauffage se barre et qu'en plus on paye plus de charges et que c'est pas possible, et qu'ils décident de voir comment on va faire chez Paris Habitat, de venir avec les couvertures pour aller occuper un siège de Paris Habitat, qu'ils arrivent devant un siège de Paris Habitat, tout ça c'est véridique, hein, c'est ce qui s'est passé dans le 18e. Ils arrivent devant, devant une antenne de Paris Habitat, qui était la leur, et évidemment le gardien avait dû fuiter l'info, toutes les grilles étaient baissées. Ni une ni deux, ils vont aller en chercher une autre. Grille baissée aussi. Alors ils changent d'arrondissement. Et là, ils ont réussi à occuper. Et d'avoir été la force de nuisance, parce qu'il y avait des journalistes qui suivaient tout ça avec beaucoup d'attention et qui filmaient, eh bien comme par hasard, ils ont fini par avoir le rendez-vous à Paris Habitat. Et la bataille, elle va gagner. Et là, vous avez tout d'un coup ce qui se passe pour ces habitants qui subissaient des conditions d'habitat indignes, un mépris de Paris Habitat, qui ne se préoccupaient pas d'eux, qui ne répondaient pas aux courriers, qui ne donnaient pas les rendez-vous. Eh bien, la subversivité d'avoir assumé collectivement, on va agir, et de se marrer, de faire une action transgressive, et de finalement obtenir une petite lutte qui gagne, elle crée aussi une confiance collective qui est source d'une politisation énorme. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ils ont compris l'enjeu du plan A et du plan B pour sortir des traités européens. Mais certains, peut-être d'ailleurs, en avaient déjà la conviction. Mais sauf que d'autres s'intéresseront aussi à ces sujets-là. Parce qu'à un moment donné, ils regarderont les militants politiques différemment. Parce qu'ils ont été aussi capables de venir se préoccuper de la quotidienneté des gens et de les aider tout simplement à maîtriser leur bataille, et qu'ils en soient maîtres du début à la fin, comme on peut aider à un moment donné, en restant à notre place, du collectif d'ores et déjà organisé dans une usine. Je pense que c'est des tâches-là qui doivent aussi nous préoccuper, nous, en tant que militants insoumis. Et je pense qu'on doit réfléchir à chaque fois à nos pratiques militantes. Parce que si on est au clair sur cette posture-là qu'on doit avoir, de contribuer à l'auto-organisation, et non pas organiser à la place d'eux, et qu'on est dans une stratégie révolution citoyenne qui doit être au service de cette auto-organisation et pas l'avant-garde éclairée du prolétariat, des modèles des vieilles organisations d'hier, le jour où vous avez une mobilisation type Nuit debout, le militant est moins déstabilisé. Il sait qu'il doit contribuer à l'auto-organisation. Et il est beaucoup plus au clair de cette tâche s'il est d'ores et déjà convaincu des méthodes d'éducation populaire. Je pense que tout cela est un tout. Et que les réflexions historiques et théoriques qu'on a, grâce au mardi de l'insoumission, on doit aussi les avoir sur des pratiques militantes qui nous forcent à interroger nos propres postures. Voilà, c'est là-dessus que je voulais insister pour montrer que les pratiques militantes, à mon avis, la réflexion sur nos propres pratiques militantes vont être déterminantes dans la période à venir, dans la façon qu'on aura de résister, que ce soit globalement vis-à-vis de Macron, mais aussi en assumant aussi des petites luttes. Et je terminerai, oui, excusez-moi d'avoir été long, mais fédérer ces luttes-là, ça ne se décrète pas, mais ça se construit. Et je pense qu'on a vu qu'il y avait des luttes qui avaient réussi à se fédérer dans la bataille contre la loi El Khomri. Moi, j'ai pu avoir le bonheur de rencontrer la lutte des taxis, de pouvoir l'accompagner et de pouvoir aussi contribuer, parce qu'à un moment donné, elle s'implique aussi dans les grandes manifs contre la loi El Khomri. C'est possible si on est bien en capacité, nous militants, à chaque fois d'interroger nos pratiques et de sortir de nos zones de confort. Je voudrais rajouter deux choses. Je ne sais pas si vous avez suivi les luttes des EHPAD. Vous savez, ces maisons de retraite à la con, là. Des EHPAD. À Frambouhans, nous, on s'en est occupé parce que les copines qui ont commencé à faire grève, qui ont quand même été 3 mois en grève quand même, ne voyaient personne. Et donc on y allait, nous, le syndicat de Sochaux, en se disant c'est là qu'on va finir. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal de vivre ça. Et en fait, cette discussion avec ces nanas, avec leur victoire quand même, parce qu'on en parle peu, fait qu'à un moment donné, il y a eu le scandale sur la place publique de ces maisons de retraite.
Et tout ce débat maintenant, d'ailleurs avec une commission parlementaire, je crois, un truc, fait partie des choses normales, alors que c'est parti de 12 grévistes qui n'acceptaient pas d'être mis en cause par rapport à leurs relations professionnelles et par rapport à leurs capacités professionnelles. Et ce patron, un ancien directeur de chez Leclerc, qui avait vendu son magasin pour monter ça, et qui est devenu la 80e facturante de France, hein, ça rapporte des ronds, là. Hein. Et on s'est aperçu que à travers une petite lutte comme ça, on pouvait déclencher tout un process par rapport au niveau national, de parler enfin de choses de la santé, du vieillissement de la population et toutes ces choses. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'intervention, par rapport à l'Europe. Nous, on est vachement coincés avec ça dans l'automobile, parce que ça fait 15 ans qu'on essaye et qu'on fait des trucs avec les syndicalistes allemands, donc d'IG Metall. Parce qu'IG Metall, faut pas. Vous savez, les médias, c'est un peu comme Medit. Hein. Ils racontent un peu ce qu'ils veulent sur IG Metall. Hein. IG Metall, c'est dans le syndicalisme français, il y a tout dedans. Hein. Il y a la CFTC, il y a la CFDT, il y a la CGT, il y a tout dans IG Metall. Donc, si on parle, nous, avec nos copains de la CGT et IG Metall, c'est l'extrême gauche d'IG Metall. Mais IG Metall, en l'occurrence, c'est la social-démocratie bien installée, c'est la CFTC française avec la FO français, hein, je veux dire, c'est ça IG Metall, hein, au niveau métallurgie, hein, voilà, c'est que ça. Donc il faut bien relativiser les choses. Par contre, quand on commence à discuter avec des syndicalistes allemands et qu'on va jusqu'à Stuttgart, et donc ça pose des problèmes, parce que là, on est en conflit avec nos instances syndicales. La CGT au niveau national, la Confédé, ne veut pas, par exemple, le syndicat de Sochaux aille directement voir les syndicalistes allemands à Stuttgart. C'est beaucoup plus compliqué. À quoi servent les permanents, alors, merde? Faut pas déconner, on va quand même pas les foutre dehors, ces mecs. Donc c'est aussi des choses compliquées, des tensions internes. Et quand on décide d'y aller, on s'aperçoit qu'en discutant avec ces syndicalistes allemands, il y a quand même des différences considérables. Ils ont je dirais pas des meilleures conditions de travail, mais au niveau des salaires, alors je peux citer 2 chiffres. Si en France, un OS sur une chaîne, à l'heure actuelle, il gagne 1 300 € de nuit, en Allemagne, il gagne 2 000 € de nuit. Voilà. Mais il fait le même boulot, hein. Je veux dire, travailler sur une Volkswagen ou sur une poubelle comme la 406 ou la 407, c'est pareil. Hein. C'est pareil, il y a toujours les mêmes boulots insérés. Hein. C'est pas, voilà des choses considérables. Il y a aussi un truc qui est important, les ouvriers allemands sont beaucoup plus gras. Donc les portiques en usine, nous en France, c'est 4 croisillons, alors qu'en Allemagne, c'est 3. Il y a des choses comme ça où on peut voir aussi des évolutions dans les conditions de travail. Non, tout ça pour dire que c'est jamais simple, ces histoires. En même temps, nous, par exemple, quand Peugeot vient d'acheter Opel, par exemple, parce que c'est le cas de figure en Europe, comment établir une passerelle avec les syndicalistes allemands de chez Opel, c'est compliqué parce qu'il y a 800 km. Et comment on fait pour se réunir à 800 km? Voilà, et là, le problème de la langue, hein, parce que nous, Français, on est quand même particulièrement cons. Les Allemands parlent tous français, mais nous, on ne parle pas allemand. Hein. Bon, c'est comme ça, il y a des choses aussi. Et puis, une anecdote par rapport à Villeborde, parce que le sujet a été mis sur la table. Nous, quand les usines anglaises d'automobile ont fermé, quand on a voulu rencontrer les syndicats anglais de l'automobile, ils nous ont dit non. Non, on ne veut pas de vous. Voilà, des choses compliquées en Europe. Je veux dire, on n'arrive même pas à discuter entre copains, je veux dire, de l'automobile. En même temps, ce débat-là, il doit évoluer. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas forcément pro-européen, mais je me dis qu'un ouvrier allemand ou un ouvrier anglais ou un ouvrier italien qui travaille dans l'automobile a le même intérêt que le mien. Hein. Je veux dire, un patron qui s'appelle Ferrari ou Toyota ou machin, je veux dire, c'est tous les mêmes saloperies. Faut pas rêver. Hein. Juste un point pour rebondir sur ce débat. Les grèves dont on interroge l'efficacité, faut distinguer les journées d'action rituelles, préparées à l'avance, etc., etc., et les grèves qui sont parfois des éléments de surprise où l'initiative vient des travailleuses et des travailleurs qui décident à un moment donné d'interrompre le travail et donc de la production. Bon. Première remarque. Deuxième remarque, les grèves dans l'automobile ces dernières années sont particulièrement difficiles parce que la plupart du temps, ce sont des grèves défensives et où il y a une pression, les risques de chômage, les risques de fermeture, etc., etc. Mais dans toute une série de secteurs, ce caractère défensif n'existe pas. Et au contraire, il peut y avoir des grèves offensives surprenantes qui
justement coûtent au patron. Enfin, encore une fois, ce qu'ont fait les ouvriers de Piacenza en décembre chez Amazon, une boîte de 4000 salariés dans la logistique qui font grève 2 jours avant Noël, pour Amazon en Italie, c'était un vrai problème. Et ils ont fait perdre de l'argent à Amazon. Alors, est-ce qu'ils ont gagné ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui peuvent être réutilisées et circuler. Dernier élément, les usines et les machines, elles ne circulent pas aussi facilement que ça. Il y avait un vieux barbu qui parlait de capital fixe. Bon. Et le capital, et par opposition au capital variable. Bon. Donc, oui, non, mais les machines et les machines, les entreprises, les installations industrielles ne se déplacent pas aussi facilement qu'on le dit. Voilà. Et donc, il y a là aussi, il y a des ressources, voilà. Donc, voilà. Et dernière remarque, après je me tais, je redonne le micro, il ne s'agissait pas d'absolutiser la grève ouvrière, il s'agissait de voir comment la grève ouvrière, comme paradigme de la grève, peut aujourd'hui donner des idées. Voilà, c'est tout. Oui, je voudrais d'abord remercier Christian d'avoir quelque part me fait revivre toute mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte, parce que mon père a été ouvrier aux usines Peugeot de Poissy pendant toute sa vie. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, je voudrais dire que je pense qu'il n'y aura pas d'avancée sociale sans combat unitaire, c'est-à-dire syndicats, politiques et autres. C'est très clair à l'heure actuelle. On n'arrivera à rien sans ça. En ce moment, dans le Valoise, on mène un combat sur la législative partielle de la 95-01. Je fais partie du comité de campagne. On a une super solidarité qui vient des autres départements. On a des gens qui viennent de l'Oise, de la Somme, de l'Eure, des Yvelines. On a même un militant qui est venu des Ardèches nous aider et une militante qui est venue de la Côte d'Or. Donc c'est super important d'avoir comment vous dire, une unité dans tout cela. La division, ça nous perdra. Et à notre époque, il y a quelque chose qui se développe, c'est un individualisme qui me rend fou. Totalement fou. Voilà. Oui, j'avais demandé le micro tout à l'heure et donc je voulais dire 3 petites choses qui se rapportent plutôt à la discussion précédente, mais j'ai dit quand même, sur mai 68, on a senti des petites tensions. Je crois que ça peut être tout ça à la fois. Ça peut être une très grande grève ouvrière, une très grande lutte culturelle et aussi le creuset d'un certain libéralisme dont on a cité quelques noms aujourd'hui qui se sont épanouis dans les années 80-90, des Goupil ou des Cohn-Bendit. Sur la grève, je voulais aussi répondre à ce côté où on a dit plusieurs fois ce soir, la grève est un petit peu ringardisée, un petit peu peut-être même obsolète. Je veux dire qu'elle l'est d'autant plus qu'elles ne sont pas suivies. Dans mon seul cas, sur les grèves, alors pas les grèves comme RIM, mais les dernières grèves sur le Code du travail, je suis dans une entreprise assez banale de Paris Intramuros, de communication, 300 salariés, etc., plutôt de gauche sans doute, j'étais le seul gréviste. Alors d'autres sont venus défiler en prenant sur leur temps de travail, etc., etc. Mais j'étais statistiquement le seul gréviste. Donc il est difficile de dire qu'une grève est... Évidemment qu'elles sont ringardisées si elles sont non suivies. Et la troisième chose, c'était justement sur le côté obsolète des grèves. C'est le cas en France, semble-t-il, où la médiatisation anti-grève est très forte. Mais apparemment, c'est... Alors, je suis un peu embarrassé parce que je ne suis pas du tout germaniste et je ne connais pas très bien ce qui se passe en Allemagne. Mais l'IG Metall, dont on a parlé, est en train de mener des grèves assez dures sur les 28 heures de travail. Il y a eu des grèves très fortes à la Lufthansa, etc. Je crois que le taux de grève en ce moment est en train de monter sensiblement en Allemagne. Et finalement, ce n'est pas si ringard pour tout le monde. Oui, je tiens d'abord à remercier Christian et puis Daniel et puis... Marche pas? C'est bon. Oui, moi, Christian, tu m'as fait faire un bond en arrière de 40 ans. Hein. J'ai démarré en 75 comme délégué du personnel de la sidérurgie Lorraine. C'était l'époque de la mono-industrie. Et c'était pas facile.
moi, je sais que c'est difficile maintenant, mais c'était pas facile. Parce que pour distribuer des tracts à l'époque, c'était se mettre en danger. Hein. Il y avait des gars qui nous roulaient dessus en voiture hein, si on ne se dégageait pas. Hein. Même une fois, les patrons, ils ont démoli tous les murs d'enceinte de l'usine pour que les ouvriers puissent passer à travers les murs, dans les champs avec les bus pour aller travailler, quoi. Donc c'était quand même dur. Mais en même temps, tout ça, ça m'a appris, ça m'a formé. Ça m'a formé, je me suis intéressé à la politique parce que je me suis dit, c'est pas comme ça en faisant des grèves tous les jours qu'on arrivera à changer les choses. Mais je me souviens à l'époque, quand j'ai adhéré à la CGT parce que c'était une confédération. Dans l'esprit de la confédération, moi, je voyais les copains de l'union locale, où il y avait des gens qui venaient du commerce, de la métallurgie, du livre. On était là, on se voyait régulièrement, et puis on racontait chacun notre petite lutte qu'on menait chacun. Et quand il s'agissait de se mobiliser pour la nationalisation de la sidérurgie, ces potes-là, ils étaient avec nous. Et la confédération, si on jouait son rôle de confédération, aujourd'hui, dans les dernières grèves qu'on a vues, on a vu des grèves éparpillées où d'un côté, il y avait les camionneurs, d'un autre côté, il y avait des gens de chez Magno, il y avait des fonctionnaires, il y avait du personnel hospitalier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grève en France actuellement, il y en a beaucoup de grèves. Seulement, le problème, c'est que les gens qui sont en mouvement ne savent pas que son collègue, que peut-être son voisin de palier, est aussi en mouvement dans son entreprise. Moi, personnellement, j'ai appris que mon voisin, il était en grève en lui distribuant un tract de l'AFI dans sa boîte aux lettres. En discutant, voilà. Il était dans l'éducation nationale. Moi, je travaille à la ville. On était en grève. Mais c'est pas mon syndicat qui me l'a dit. Alors là, il y a un gros problème. Quand on parle de grève générale, quand on parle de mouvement de lutte global, il faut peut-être se poser la question qu'est-ce qui sont devenues ces organisations syndicales qui se disaient confédérales. Il y a un problème actuellement je dirais, de division syndicale à l'interne de la CGT même, hein, où c'est chaque syndicat professionnel qui tourne en corporation. C'est du corporatisme. Et ça va nous faire perdre. Parce que c'est faux, je peux pas dire qu'il n'y a pas de mouvement de grève aujourd'hui. Si on s'amuse à comptabiliser le nombre de grèves qu'il y a partout, sauf qu'on n'est pas au courant. Voilà. Je m'arrête là. Vas-y, Véronique. Merci. Oui, moi je voulais rebondir sur donc Anne. Voilà, je suis toute jeune retraitée, je fais plutôt partie de la fonction publique. J'étais éducatrice et c'est vrai que j'ai été aussi beaucoup formée par les grèves reconductibles qu'on a pu faire. Alors c'était pas 81, mais c'était plutôt 86, 88 quand la gauche est entre guillemets était revenue au pouvoir. Et donc tout un parcours quand même jalonné de mobilisation et avec les dernières expériences plus compliquées. Effectivement, dans le contexte que les unes et les autres ont pu décrire. Mais quand même, moi, je pense que ça serait trop facile de dire que la grève, elle est obsolète. Ça ne va pas de dire ça. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont été dites, mais je voudrais reprendre. C'est déjà dans le cadre des grèves défensives, et il y en a quand même un certain nombre aujourd'hui. Daniel, tu évoquais effectivement la grève des femmes à l'hôtel Holiday Inn. Il y a la grève victorieuse des employés du ménage dans tout le secteur nord, SNCF qui sous-traite, et c'est tout le problème de toute façon. On parlait effectivement, la classe ouvrière aujourd'hui, le salariat est complètement émietté, et la question de la sous-traitance, où à force de revendre les salariés, et à chaque fois les salariés perdent, c'est même pas des avantages, qu'ils avaient des conditions de travail qui étaient déjà compliquées, et en même temps, il y a, et on parle effectivement, je suis d'accord, il y a un certain nombre de grèves qui sont des grèves défensives, c'est sûr. Mais en même temps, tout n'est pas cassé, et cet exercice de politisation peut continuer à se faire. La difficulté qu'on a, c'est les grèves qui sont, j'allais dire, d'un point de vue général, pour s'opposer à des lois. Si on a quand même intériorisé, notamment au sein de la fonction publique,
les échecs des grèves sur les retraites de 2010, et ça joue beaucoup dans la conscience, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Moi, je l'ai vu dernièrement sur la loi El Khomri et ensuite sur la loi Macron, de mobiliser comme on avait pu mobiliser les années précédentes. Et je pense que dans la conscience aussi, le fait d'avoir perdu joue. Bon, la question, c'est comment on recrée cette confiance-là. En tout cas, moi, je pense que la grève, elle n'est pas obsolète. Par contre, effectivement, se pose la question de la recomposition de la classe ouvrière et comment on agit. Donc, c'est vrai que la question de la politisation dans les quartiers, par ce qui se passe autour des violences policières et tout, c'est une donnée. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens d'articuler à la fois le politique et la question de bloquer, parce que la grève, c'est aussi à un moment donné bloquer. Et comment aussi on peut plus faire parler des grèves qui vont, on va dire, gagner et articuler tout ça. On a une difficulté. La difficulté du mouvement syndical aujourd'hui, elle est certaine. Il faut qu'on arrive à mettre en commun pour essayer un peu de dépasser ces difficultés. Et je finis juste, retransmettre l'histoire, parce que même si le contexte est différent aujourd'hui, je pense que l'histoire des grèves et des grèves qui gagnent, c'est aussi extrêmement important. Oui. Oui, moi je voulais intervenir à partir de la liste qu'a dressée tout à l'heure Clémentine des obstacles aux réussites des grèves actuellement, pour insister évidemment sur le chômage de masse. C'est évident qu'il y a une telle pression sur les travailleurs que se mettre en grève, c'est pas facile. J'insiste aussi comme toi, comme vous, comme toi, peu importe, la division syndicale. Ça, c'est quelque chose qui est un obstacle énorme. Il y a aussi certaines formes de grève. Moi, j'étais prof et puis j'étais syndiquée au SNES. Et toute ma vie de prof, j'ai fait des grèves d'une journée sur une des revendications très générales, qui étaient évidemment des grèves minoritaires. Alors, ça changeait dans deux cas. Ça changeait quand le collège, par exemple, se mobilisait contre les suppressions de postes. Ça, pendant plusieurs années, on fermait le collège. Chaque année, on fermait mon collège pour protester contre les suppressions de postes. Et on gagnait. Pas sur la totalité, mais 6 postes supprimés, ben au final, on n'en supprimait que 2. Bon, et c'était les établissements qui se battaient qui gagnaient. Donc, par contre, les grèves presse-bouton à n'importe quel moment qui sont décidées d'en haut, ça c'est... Bon, moi je me battais parce que j'étais une militante syndicaliste disciplinée pour la réussite de ces grèves. Et j'engueulais les copains qui ne voulaient pas la faire, mais je me disais, mais ça ne peut plus continuer comme ça, quoi. Et puis il y a aussi, tu l'as dit également, tout ce que les gens ont dans la tête, quoi. Il ne faut quand même pas oublier, même si la réunion de ce soir montre qu'il y a des raisons d'espérer, hein, et d'autres choses dans le pays, que l'hégémonie de nos idées, des idées progressistes dont parlait Gramsci, eh ben, on n'est pas, je veux dire, elle n'existe pas. Hein. Donc l'idéologie libérale, elle a marqué des points énormes. Et l'individualisme, comme tu disais, c'est un des aspects au niveau des comportements, au niveau individuel de l'idéologie libérale. Bon, donc on a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais insister après Christian, en le disant un petit peu différemment, sur l'importance d'une grève comme celle des Opalines. Encore la Franche-Comté, excusez-moi, il faut vous y faire, les Parisiens. Vous n'êtes pas tout seuls. Donc en Franche-Comté, dans le Jura, donc ces femmes, la plupart aides-soignantes, des Opalines, qui se mettent en grève parce qu'elles en ont marre de ne pas faire leur travail, un travail qu'elles aiment, de ne pas le faire dans des bonnes conditions. La qualité empêchée, comme disent les sociologues. Et puis, elles voient qu'elles font souffrir involontairement, parce qu'on leur impose un rythme infernal, les résidents de la maison de retraite. Donc, il y a une grève qui se met. Elles se sont mises en grève. Elles n'ont pas occupé, c'était trop minoritaire pour qu'elles puissent occuper. Ceci dit, elles ont campé devant la maison de retraite pendant 4 mois quand même. Une grève extrêmement longue. Et donc, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas une grève de 2 jours et puis après, on dit « Oh là, ça ne va pas » et puis après, on rentre. Non. Elles se sont donné les moyens de s'inscrire dans la durée. Et puis certes, Christian, il y a eu la visite de la CGT de Peugeot-Sochaux, mais il y a eu aussi le fait qu'à un moment donné, une journaliste courageuse du Monde, que tout le monde connaît, Florence Aubenas, a décidé de
de lever le silence, quoi, et puis de parler de cette grève. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont déclenchées. Le silence médiatique a été levé. Et puis il y a eu aussi le soutien des élus locaux, entre autres des communistes, qui ne sont pas toujours systématiquement des freins au combat. Et puis il y a eu aussi la visite. Il y a eu aussi la visite de François Ruffin et de Caroline Fiat, députés de la France Insoumise, et qui sont venus apporter, qui ont été reçus par la direction et qui ont vraiment aidé à ce qu'il y ait des choses qui se débloquent. Et puis, grâce à elles, ces nanas, c'est qui au début étaient peu nombreuses, et puis grâce à elles, il y a eu quand même la constitution de cette commission parlementaire. Et qui a fait avancer les choses, parce que comme par hasard, on a eu plein d'émissions de télé, on a eu plein de choses sur la grève des opalines. La preuve que la grève, c'est utile et ça sert, mais pas n'importe comment et pas forcément comme on faisait avant. Juste, il faut faire des questions, des interventions courtes, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent le micro, et j'ai l'impression de censurer ça, et c'est pas bien. Vas-y. Oui, Claude, moi j'ai commencé à travailler en 56 dans la métallurgie, donc le collègue là, qui parlait de la métallurgie, moi je suis assez optimiste, parce que mai 68, je l'ai connu, donc comme on arrive au cinquantenaire, c'est quand même un lien, hein, et c'est vrai que mai 68, on en parle, beaucoup en parlent, mais ça ne s'est pas toujours passé comme on en parle. Hein. J'étais délégué syndical à l'époque, à la Salpêtrière. C'était nous, il n'y avait plus de direction. C'était la CGT qui s'occupait, qui faisait fonctionner l'hôpital. Hein. La direction était absente. Donc, c'est pour vous dire que, hier encore, je regardais un film sur la fille de Brest, c'est-à-dire par rapport au Mediator. Ça voulait dire que la lutte, enfin, ça n'a rien à voir avec la CGT, hein, mais je veux dire que c'est une femme, le docteur, qui s'est battue et qui, devant une force telle que les laboratoires, qui représentent des fortunes colossales et qui est quand même arrivée, ça veut dire que la lutte paye. Et moi, je suis par rapport à mai 68, hein, parce que mai 68, on ne l'a pas vu venir, en réalité. C'est venu un peu, ça nous a dépassé. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une conscience politique plus importante qu'en mai 68. Hein, et qu'actuellement, on voit beaucoup de jeunes avec Internet, que ça soit, qui regardent Internet et qui permettent de court-circuiter nos fameux médias qui sont infâmes. Hein. Et moi, je suis optimiste. Hein. Oui, donc bonsoir. Moi, j'avais des questions très pratiques à poser. Voilà, je veux dire, je disais, oui, moi, j'avais des questions pratiques à poser. Moi, je représente des gens ici qui ne sont pas beaucoup représentés. Donc, je veux dire, je représente des informaticiens, des techniciens qui sont tous embauchés en CDI, qui est donc du coup de la loi El Khomri, qui fait qu'on leur demande on les embauche en CDI, on leur demande de créer leur propre société et de passer un accord exclusif avec la société. Du coup, ils ne peuvent plus se mettre en grève. Parce qu'ils ne vont pas se mettre en grève pour leur propre structure à eux, individuellement. C'est pas possible. C'est totalement impossible. Je veux dire, moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que je vois autour de moi. On en parle, mais jamais. Mais vraiment, mais jamais, jamais, jamais. Bon. Moi, je ne sais pas comment est-ce que on peut demander à des gens qui sont donc du coup entre guillemets des sortes d'auto-entrepreneurs, mais qui sont affiliés à une société, de se mettre en grève. C'est pas possible. C'est totalement impossible. Bon, donc je veux dire, et c'est des gens totalement précaires. Ils ont un seul client, qui est la société qui, entre guillemets, qu'ils ont passé. Enfin, moi personnellement dans ma boîte, je vais vous expliquer.
Dans ma boîte, ils étaient 49, pas 50, hein, comme ça, il n'y a pas de comité d'entreprise. Bon, ils ont remercié plus de 21 personnes et ils ont fait ce système-là. Donc on est passé de 49 salariés à moins de 20 salariés, virtuellement. Mais on a, entre guillemets, j'ai vu un contrat qui est un peu bizarre, on a adopté donc des gens comme ça qui sont en CDI, donc c'est des CDI, je sais pas, enfin voilà. Et donc du coup, ben, ils ont monté leur infrastructure, ils payent des cotisations mais comme un patron, mais ils sont affiliés à la société quand même. Tiens, bonjour. Voilà. Bon. Oui, bonsoir. Pardon. Petite intervention, je dirais un petit peu généraliste. Finalement, on a beaucoup parlé d'histoire, on a parlé de 36, de 68, c'est très bien. Quel était le point commun à toutes ces époques pour mener une lutte, pour mener une grève et pour mettre des millions de personnes dans les rues? Il y avait des organisations politiques et syndicales. Effectivement, je rebondis sur ce que disait Daniel Simonet tout à l'heure. Toute cette histoire de se ressortir la charte d'Amiens pour des utilisations assez abusives en disant oh là là, les syndicats, surtout pas dans les mêmes cortèges que les politiques, c'est une foutaise absolument centrale. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper sur un point. Si vous n'avez pas de structure, on parle beaucoup, effectivement, il y a un haut degré de politisation, je rebondis sur l'intervention d'avant, mais si cette politisation ne s'incarne dans rien, qu'il n'y a aucun débouché concret, là je parle d'organisation politique syndicale, les gens ne vont pas forcément se mobiliser. On va avoir effectivement des petites grèves, chacun dans son coin va faire son truc, sans coordination, sans... on peut même tomber dans un truc assez corporatiste. Et finalement, si on ne pose pas cette perspective-là, on n'aboutit à rien. Et quand j'entends que parfois on crie haro sur les partis, les syndicats qui sont trop ceci ou pas c'est cela, oui, ils ont leurs défauts, d'accord. Mais il n'empêche que ce sont quand même des organisations qui, historiquement et encore aujourd'hui, servent à quelque chose dans l'organisation d'élus, dans l'organisation ne serait-ce que d'une conscience de classe, puisque avant de passer à la grève active, avec tout ce qu'on connaît en termes de répression, de pénalisation, qui au demeurant d'ailleurs ont toujours existé dans l'histoire, c'est pas forcément nouveau, comment est-ce qu'on prend conscience de faire partie, plus que sur sa petite grève locale, d'une problématique plus large, qui est celle de la contestation d'un système où il y a une petite minorité de capitalistes qui vont quand même nous écraser allègrement. Donc si on ne pose pas la question de l'importance d'une organisation avec, bon, peut-être parfois quelques travers, mais c'est-à-dire d'une discipline, d'une conscientisation collective, on n'arrive à rien. Bien. Vous voulez réagir brièvement? C'est pas une réaction à ce qui a pu être dit par les uns et par les autres, c'est une invitation. Toutes celles et ceux qui pensent que ça peut être pertinent hein, d'essayer de mieux diffuser les informations, relayer les informations dans leur groupe d'action, par exemple si vous êtes d'ores et déjà impliqué dans un groupe d'action en France Insoumise, ou si vous avez un peu plus de temps, eh bien de participer et de filer des coups de main dans le cadre du développement de l'espace lutte France Insoumise. Ce que je vous invite, parce que c'est espace-lutte. Non, j'en arrive plus à me souvenir l'adresse exacte. Mais dans votre moteur de recherche, je ne le nommerai pas, mais dans votre moteur de recherche, si vous mettez espace lutte France Insoumise, vous tomberez immédiatement sur la bonne page sur le site France Insoumise du questionnaire en ligne. Vous laissez vos coordonnées pour recevoir les mails de la France Insoumise à ce niveau-là. Et je pense qu'on a un travail à développer territoire par territoire, par département déjà pour commencer. Si au niveau du département de Paris, on arrive à avoir suffisamment de camarades qui s'impliquent pour au moins diffuser les informations des différents rendez-vous, quand est-ce qu'on peut filer un coup de main aux mobilisations de Holiday Inn, ou filer un coup de main aux mobilisations dont je vous ai parlé, du rendez-vous de la FFB, mais aussi relayer ça dans les groupes d'action et participer aussi à des réunions d'auto-formation, de réflexion sur comment on doit, nous, insoumis, être plus utiles aux luttes concrètement et repenser nos pratiques à ce niveau-là, mais aussi comment on peut poursuivre ces débats-là sur la réflexion par rapport à la charte d'Amiens. Je pense qu'il y a une réflexion à poursuivre à ce niveau-là. Le décloisonnement, mouvement social, mouvement politique, je pense qu'il y aurait de quoi aussi nous revenir cette fois-ci vers les historiens pour nous ramener un petit peu des débats aussi historiques qui ont pu se poser. Moi, j'ai retrouvé des citations de Jaurès à ce niveau-là qui sont passionnantes. Je pense qu'il y a tout un travail à faire
il faut absolument qu'à la suite de débats vraiment et de soirées passionnantes comme celle-là, on se dise qu'on veut d'autant plus agir. Voilà, et j'espère que cette soirée, elle a donné envie à tout le monde d'autant plus d'agir. Et on attend ton rencard pour poser les chiottes et chier sur Macron. Vraiment, j'attends ça avec impatience. Merci. Merci Daniel, merci Clémentine, merci Christian d'être venu de Bétoncourt. Alors, le prochain rendez-vous est le mardi 13 février autour de la thématique l'écologie, un combat politique avec Alexis Vrignon, donc l'historien, qui viendra parler des décennies 70 et 80, et Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. N'oubliez pas les collectes pour les camarades et pour l'organisation des mardis de l'information. Merci à toutes et tous et au mois prochain.